Bonjour à tous et bienvenue dans cette exploration philosophique. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'une des idées les plus profondes de Friedrich Nietzsche, la solitude comme voie nécessaire vers la grandeur. Celui qui ne peut pas rester seul avec sa propre âme, qui a besoin constamment de conversation, de visites, de société, celui-là n'est pas un ami de la vérité. Cette citation de Nietzsche nous invite à réfléchir sur notre rapport à la solitude dans un monde où la connexion permanente est valorisée au-dessus de tout. Nietzsche n'était pas simplement un philosophe qui théorisait la solitude. Il l'a vécu intensément. Sa vie fut marquée par l'isolement, les périodes de retrait, et c'est précisément dans ces moments qu'il a développé ses idées les plus révolutionnaires. Mais pourquoi la solitude serait-elle si essentielle pour atteindre la grandeur? Qu'est-ce que Nietzsche voyait dans cet état que tant d'entre nous craignent et évitent? Dans les prochaines minutes, nous allons explorer ensemble cette question fondamentale, en examinant comment la solitude, selon Nietzsche, n'est pas un état à fuir, mais une condition nécessaire pour celui qui aspire à devenir un surhomme, à transcender la médiocrité et à atteindre la véritable grandeur. Pour comprendre l'importance de la solitude dans la philosophie nietzschéenne, il nous faut d'abord clarifier ce qu'elle signifie pour lui. La solitude nietzschéenne, Einsamkeit en allemand, va bien au-delà de la simple absence physique d'autres personnes. Pour Nietzsche, la véritable solitude est un état d'esprit, une disposition intérieure qui permet de se détacher des valeurs communes, des opinions de la masse, de ce qu'il appelle la moralité du troupeau. Dans Ainsi parlait Zarathustra, il écrit « La solitude est pour moi un remède. Être seul, pas simplement par choix personnel, mais par nécessité spirituelle. Cette solitude représente un rejet conscient de la conformation sociale, un refus d'accepter passivement les idées reçues. Elle nécessite une force intérieure considérable, car elle implique de supporter le poids d'être incompris, critiqué, voire rejeté par ses contemporains. » Nietzsche distingue la solitude véritable de l'isolement forcé ou de la misanthropie. La solitude qu'il prône n'est pas motivée par la haine des autres, mais par l'amour de quelque chose de plus grand, la recherche de la vérité, l'aspiration à créer de nouvelles valeurs, la quête d'une authenticité personnelle profonde. Par-delà le bien et le mal, il observe, tout esprit profond a besoin d'un masque. Cette métaphore du masque illustre comment l'individu solitaire doit parfois naviguer en société tout en préservant sa distance intérieure, son indépendance de pensée. La valorisation de la solitude chez Nietzsche est indissociable de sa critique acerbe de la société de son époque, critique qui résonne étonnamment avec notre monde contemporain. Pour Nietzsche, la société moderne exerce une pression constante vers la conformité. Il observe dans Le Gai Savoir que l'homme grégaire se glorifie maintenant de ses qualités qui le rendent apprivoisé, supportable et utile au troupeau, comme si c'étaient les véritables vertus humaines. Cette critique s'articule autour de plusieurs axes. Premièrement, Nietzsche dénonce ce qu'il appelle la moralité des esclaves, un système de valeurs qui, selon lui, glorifie la faiblesse, la soumission et la médiocrité confortable sous couvert de vertu. Dans cette perspective, l'individu qui s'isole pour penser par lui-même représente une menace pour l'ordre établi. Deuxièmement, il critique la superficialité des relations sociales. Dans notre besoin constant d'approbation, nous développons ce que Nietzsche appelle des opinions du marché, des idées préfabriquées, acceptables pour tous, mais dénuées de profondeur véritable. Il écrit dans Humain, trop humain. Dans la société, presque toutes nos paroles sont conçues non pas pour communiquer des pensées, mais pour produire des effets. Troisièmement, il souligne comment la pression sociale nous éloigne de notre nature authentique. Dans Aurore, il note « Il est difficile de vivre parmi les hommes car il est si difficile de se taire ». Cette observation pointe vers l'idée que la socialisation excessive nous contraint à parler sans réfléchir, à adopter des postures qui nous sont étrangères. Notre époque moderne, avec ses réseaux sociaux, sa connectivité permanente et son culte de la visibilité, n'a fait qu'amplifier ce que Nietzsche identifiait déjà comme un problème fondamental. La difficulté de préserver un espace intérieur authentique dans un monde qui exige une exposition constante. Pour Nietzsche, la véritable création, qu'elle soit philosophique, artistique ou existentielle, nécessite impérativement des périodes de solitude profonde. C'est une conviction qu'il a forgée à travers sa propre expérience, notamment
Lors de ses retraites dans les montagnes suisses et italiennes, dans Ex Homo, il réfléchit sur sa propre méthode de travail. Être assis le moins possible. Ne pas croire une pensée qui n'est pas née en plein air, dans le libre mouvement du corps, dont les muscles ne font pas aussi la fête. Cette image du philosophe marchant solitaire dans la nature illustre parfaitement sa conception de la pensée créatrice comme nécessitant un détachement physique et mental. Pourquoi la solitude est-elle si cruciale pour la création? D'abord, elle permet ce que Nietzsche appelle l'écoute de soi, la capacité d'entendre ses propres pensées sans le bruit constant des opinions extérieures. Dans Aurore, il écrit « Mes pensées, dit le voyageur à son ombre, doivent m'indiquer où je me trouve. Je ne suis pas un guide pour elles. » Cette inversion est significative. Au lieu d'imposer une direction à sa pensée, le penseur solitaire se laisse guider par elle. Ensuite, la solitude offre l'espace nécessaire pour remettre en question les valeurs établies. C'est uniquement dans cet état d'isolement que l'on peut entreprendre ce que Nietzsche appelle la transvaluation de toutes les valeurs, ce processus radical de questionnement qui ne laisse rien d'intouché, pas même les vérités supposément les plus sacrées. Enfin, la solitude fournit le temps nécessaire à la maturation des idées. Nietzsche méprisait la précipitation intellectuelle qu'il associait à la médiocrité. Dans Le voyageur et son ombre, il observe « La voix de la beauté parle doucement, elle ne s'insinue que dans les âmes les plus éveillées. » Cette métaphore suggère que les idées véritablement profondes nécessitent un temps d'incubation que seule la solitude peut offrir. La solitude, dans la philosophie nietzschéenne, n'est pas une fin en soi mais un moyen d'accéder à ce qu'il appelle le surpassement de soi, Selbstüberwindung. Ce concept, central dans sa pensée, désigne le processus par lequel l'individu transcende ses propres limitations, ses peurs et ses attachements pour devenir ce qu'il nomme un esprit libre. Dans Ainsi parlait Zarathustra, Nietzsche écrit « L'homme est quelque chose qui doit être surmonté ». Cette formule saisissante exprime l'idée que notre nature actuelle n'est qu'une étape, non une finalité. La solitude joue un rôle crucial dans ce processus de dépassement pour plusieurs raisons. Premièrement, elle nous confronte à nous-mêmes. Privés des distractions sociales et des validations extérieures, nous sommes contraints de faire face à nos propres démons, à nos faiblesses, à nos contradictions. Nietzsche ne considère pas cette confrontation comme agréable. Au contraire, il la décrit souvent comme douloureuse, voire terrifiante. Dans Par-delà le bien et le mal, il note « Celui qui combat des monstres doit prendre garde de ne pas devenir monstre lui-même. Si tu plonges longtemps ton regard dans l'abîme, l'abîme finira par plonger son regard en toi. » Deuxièmement, la solitude permet ce que Nietzsche appelle l'amor fati, l'amour du destin, la capacité d'embrasser pleinement sa propre existence avec toutes ses souffrances. Dans Le gai savoir, il explique « Je veux apprendre toujours, à davantage à voir dans la nécessité des choses le beau. Ainsi, je serai l'un de ceux qui embellissent les choses. » Cette transformation du regard sur sa propre vie est un aspect essentiel du surpassement de soi. Troisièmement, c'est dans la solitude que l'on peut entreprendre la création de nouvelles valeurs, ce que Nietzsche considère comme la tâche suprême après la mort de Dieu. Loin des pressions conformistes, l'individu peut forger son propre système de valeurs, non pas arbitrairement, mais en accord avec ce qu'il appelle la grande santé, un état d'affirmation totale de la vie dans toutes ses dimensions. Pour Nietzsche, la solitude n'est pas seulement bénéfique, elle est aussi une épreuve redoutable, un test qui révèle la force ou la faiblesse d'un individu. Ce qui ne me tue pas me rend plus fort. Cette célèbre maxime nietzschéenne s'applique particulièrement à l'expérience de la solitude. Dans Humain, trop humain, il observe « Un penseur voit dans ses propres actions des tentatives et des questions posées pour obtenir des éclaircissements sur quelque chose. Le succès et l'échec sont pour lui avant tout des réponses. » La solitude fonctionne ainsi comme une expérience existentielle qui fournit des réponses sur notre propre nature. Cette dimension d'épreuve explique pourquoi Nietzsche considère que tous ne sont pas aptes à la véritable solitude. Il établit une distinction claire entre ceux qu'il appelle les esprits forts et les esprits faibles. Les esprits faibles, selon lui, craignent la solitude, car ils ne peuvent supporter le poids de leur propre compagnie. Ils ont besoin constamment de la validation externe,
du bruit social, des divertissements pour échapper à eux-mêmes. Dans Le Gai Savoir, il écrit « Il voudrait à tout prix se retrouver, mais je n'y parviens pas. Au sommet où je demeure, personne n'accède qui pourrait me trouver. » Les esprits forts, en revanche, peuvent non seulement tolérer la solitude, mais y trouver une source de puissance et de régénération. Pour eux, être seul n'est pas une privation, mais une libération. Dans « Par-delà le bien et le mal », Nietzsche affirme « Dans la solitude croit ce que chacun y apporte, y compris la bête intérieure. Ainsi la solitude est déconseillée à beaucoup. » Cette vision élitiste de la solitude comme épreuve sélective s'inscrit dans la conception nietzschéenne plus large d'une humanité divisée entre une majorité pour qui le bonheur consiste à suivre le troupeau et une minorité d'individus, créateurs pour qui la véritable joie réside dans la conquête de leur propre liberté intérieure. Malgré son éloge de la solitude, Nietzsche ne prône pas un isolement total et permanent. Sa pensée révèle plutôt une dialectique subtile entre les périodes de retrait solitaire et les moments d'engagement avec autrui. Dans Ainsi parlait Zarathustra, le protagoniste alterne entre des retraites dans sa caverne montagneuse et des descentes vers les humains pour partager sa sagesse. Ce mouvement pendulaire illustre la conviction nietzschéenne que la solitude, pour être féconde, doit finalement déboucher sur un retour à la communauté, mais un retour transformé. Henri Nietzsche écrit dans Humain, trop humain. On a besoin de temps en temps de se retrouver. Cela sert à se rendre ensuite de nouveau commun. Cette formulation paradoxale suggère que c'est précisément en nous éloignant temporairement des autres que nous pouvons ensuite revenir vers eux avec quelque chose de valeur à offrir. Cette dialectique solitude-communauté s'articule autour de plusieurs dynamiques. D'abord, la solitude permet de développer ce que Nietzsche appelle un pathos de la distance, une capacité à observer les phénomènes sociaux avec un regard détaché, critique, mais non cynique. Dans Par-delà le bien et le mal, il note « L'effet des choses sur les hommes nécessite une distance et une perspective. » Ensuite, les périodes de solitude nourrissent ce que Nietzsche considère comme les amitiés véritables, non pas des relations de dépendance ou de conformité mutuelle, mais des rencontres entre individus qui respectent mutuellement leur indépendance. Dans l'amitié véritable, on célèbre la joie de la distance, affirme-t-il. Enfin, pour Nietzsche, le solitaire qui a cultivé sa singularité a une responsabilité envers la communauté, non pas celle de s'y conformer, mais au contraire, dit « introduire de nouvelles perspectives, de nouveaux possibles ». Dans Le Gai Savoir, il déclare « Il est temps que l'homme se fixe son but. Il est temps que l'homme plante le germe de son plus haut espoir. » Si Nietzsche vivait à notre époque, que dirait-il de notre rapport à la solitude dans ce monde ultra-connecté? Bien que spéculative, cette question mérite d'être explorée tant les intuitions nietzschéennes semblent prophétiques. À bien des égards, Nietzsche percevrait probablement dans nos technologies numériques une amplification extraordinaire de ce qu'il appelait l'esprit du troupeau. Dans Par-delà le bien et le mal, il écrivait déjà « La folie est rare chez les individus, mais elle est la règle dans les groupes, les partis, les peuples, les époques. » Les réseaux sociaux, avec leur mécanisme d'amplification des opinions consensuelles et leur tyrannie de l'approbation instantanée, représenteraient pour lui l'apothéose de cette folie collective. La connectivité permanente serait, aux yeux de Nietzsche, un obstacle majeur à la pensée profonde. Dans Aurore, il observait « Les pensées sont les ombres de nos sentiments, toujours plus obscures, plus vides, plus simples que ceux-ci. » Cette métaphore suggère que nos pensées véritables nécessitent une maturation lente, incompatible avec la culture de l'immédiateté numérique. Plus fondamentalement, Nietzsche verrait dans notre difficulté contemporaine à supporter la solitude un symptôme de décadence culturelle. La peur d'être seul, le besoin compulsif de vérifier constamment nos appareils, l'anxiété de manquer quelque chose, faux mot, seraient pour lui des signes d'une faiblesse intérieure collective. Cependant, Nietzsche reconnaîtrait aussi que notre époque offre des possibilités inédites pour les esprits libres. La même technologie qui renforce le conformisme permet aussi des formes nouvelles d'indépendance intellectuelle. L'accès sans précédent au savoir, la possibilité de former des communautés électives basées sur des affinités profondes plutôt que sur la proximité géographique
offre des opportunités que Nietzsche aurait sans doute saluées. La question cruciale, dans une perspective nietzschéenne, n'est pas de rejeter en bloc la technologie, mais de développer ce qu'il appellerait une grande santé numérique, une capacité à utiliser ces outils sans en devenir dépendant, à rester maître de son attention et de sa solitude dans un monde qui conspire constamment à les fragmenter. Après avoir exploré les multiples dimensions de la solitude nietzschéenne, revenons à notre question initiale. En quoi la solitude est-elle un chemin nécessaire vers la grandeur? Pour Nietzsche, la grandeur humaine ne se mesure pas aux standards conventionnels du succès social, de la reconnaissance publique ou de l'accumulation de richesses. Dans Ecce Homo, il définit sa conception de la grandeur en ces termes. Ma, formule pour la grandeur dans l'homme, est amor fati. Ne rien vouloir d'autre que ce qui est, ni devant soi, ni derrière soi, ni dans les siècles des siècles. Cette définition bouleversante place la grandeur non pas dans les accomplissements extérieurs, mais dans une disposition intérieure, la capacité d'affirmer pleinement sa propre existence, avec toutes ses souffrances et ses contradictions. Et c'est précisément cette disposition que la solitude permet de cultiver. La grandeur nietzschéenne possède plusieurs caractéristiques distinctives. D'abord, elle implique ce que Nietzsche appelle la capacité d'étendre sa volonté sur de grands espaces de sa vie, c'est-à-dire la faculté de donner une cohérence, un style à son existence entière, plutôt que de vivre de manière fragmentée, réactive. Ensuite, elle se manifeste dans la création de valeurs nouvelles, dans la capacité à vivre selon ses propres standards, plutôt que d'adopter passivement ceux de la société. Dans Ainsi parlait Zarathustra, Nietzsche fait dire à son protagoniste, celui qui doit être un créateur dans le bien et le mal, en vérité, celui-là doit d'abord être un destructeur et briser des valeurs. Enfin, la grandeur nietzschéenne se traduit par une forme particulière de joie. Non pas le bonheur facile et immédiat, mais ce qu'il nomme la gaieté, Fröhlichkeit, cette capacité à affirmer la vie dans toutes ses dimensions, y compris ses aspects les plus terribles. Ces qualités ne peuvent émerger que dans la solitude, car elles nécessitent toutes un détachement radical vis-à-vis des évaluations communes, des attentes sociales et des formes standardisées de réussite. Comme l'écrit Nietzsche dans Le gai savoir. Pour vivre seul, il faut être un animal ou un dieu, dit Aristote. Il manque un troisième cas. Il faut être les deux à la fois, un philosophe. Au terme de cette exploration, nous pouvons maintenant saisir plus clairement pourquoi, pour Nietzsche, la solitude constitue effectivement un chemin nécessaire vers la grandeur. Loin d'être un simple état d'isolement physique, la solitude nietzschéenne représente une disposition existentielle complexe, un retrait conscient et temporaire qui permet de cultiver son authenticité, de développer sa pensée propre, et finalement de revenir vers le monde avec une vision renouvelée. Dans notre société contemporaine, qui valorise la connectivité permanente, la visibilité constante et l'approbation immédiate, le message de Nietzsche résonne avec une pertinence particulière. Il nous rappelle que notre peur de la solitude est peut-être le plus grand obstacle à notre développement authentique. Il faut avoir du chaos en soi pour accoucher d'une étoile qui danse. Cette célèbre formule de Ainsi parlait Zarathustra capture l'essence de la philosophie nietzschéenne de la solitude. C'est en acceptant de faire face au chaos intérieur, aux questions sans réponse facile, aux contradictions de notre être, que nous pouvons éventuellement atteindre une forme de clarté créatrice. Nietzsche nous invite non pas à fuir la solitude, mais à l'embrasser comme une opportunité précieuse. L'opportunité de nous libérer des chaînes invisibles de la conformité, de développer notre propre musique intérieure et peut-être de découvrir en nous-mêmes des ressources que nous ne soupçonnions pas. Dans un monde qui semble conspirer contre toute forme de recueillement véritable, le courage de la solitude représente peut-être la forme la plus radicale de résistance. Non pas une résistance contre les autres, mais contre notre propre tendance à nous perdre dans le bruit collectif, à fuir la confrontation avec nous-mêmes. Deviens ce que tu es. Cet impératif nietzschéen ne peut se réaliser que dans les espaces de solitude que nous parvenons à préserver ou à créer. C'est là, dans le silence et la distance, que peut émerger ce que Nietzsche considérait comme la plus haute possibilité humaine, une existence affirmative, créatrice et authentiquement singulière. Comme l'écrivait Nietzsche dans ses dernières œuvres, « Tout ce qui est profond aime le masque ». Peut-être que la solitude est précisément ce masque temporaire qui nous permet de découvrir,
puis de cultiver notre profondeur véritable.